Bon, alors aujourd'hui, j'accueille Claudia. Alors, je vais vite me présenter parce que voilà, moi je suis personne dans cette affaire-là, si ce n'est que je suis une expérienceuse de l'hypnose régressive ésotérique et que je trouvais intéressant d'avoir le ressenti et les explications d'un support télépathe qui est Claudia aujourd'hui. Et cette vidéo, elle est un petit peu le complément d'une vidéo qu'on a faite avec Elodie, qui est un opérateur et avec qui tu travailles régulièrement. Voilà. Oui. Pour donc, tout ce qui est donc hypnose régressive ésotérique. Voilà. Donc Claudia, je te laisse te présenter. Oui, bah donc tu as déjà fait le plus gros puisque donc je m'appelle Claudia Charbonnel. Je suis support télépathe pour Elodie Host, qui est un opérateur donc en hypnose régressive ésotérique de la méthode de calogérogryphasie. Alors justement, tu vas nous expliquer ce que c'est que cette méthode de calogérogryphasie, ce que c'est que l'hypnose régressive ésotérique, c'est pas facile à prononcer. Donc on va voir tout ça et on va commencer par qui est calogérogryphasie, qu'est-ce qu'il a développé comme méthode? Alors, je ne suis pas certaine que ce soit lui qui l'ait développé ou créé au départ. Peut-être qu'effectivement, il l'a développé. Je crois qu'on peut obtenir ses interviews sur YouTube où il explique ça, où il avait écouté un hypnologue ou un hypnothérapeute, je crois, qui, en travaillant avec ses patients, s'était aperçu que les patients, certains de ses patients, atteignaient des zones, des espaces qui était difficile à expliquer et à relier à la vie qu'avait la personne. C'est ce que je crois me souvenir. Et donc, il a aimé cette approche-là, il a creusé ça et il l'a transposé ou effectivement approfondi pour en faire ce qu'est la méthode aujourd'hui. Mais ça, c'est ma compréhension des choses. Il faut peut-être aller voir sur YouTube la façon dont lui, il en parle directement. Et puis, il y a un site. Oui. Donc, voilà. Il y a un site, voilà, Griphasie, avec plusieurs onglets différents où on a effectivement plusieurs types d'informations. Ok. Bon, ce que je comprends, c'est que c'est un protocole, en fait. C'est que là, l'hypnose régressive ésotérique est pratiquée par plein d'autres personnes dans le monde, mais que lui a mis en place un protocole bien particulier de manière à avoir toujours la même façon d'opérer et puis, du coup, des résultats qui sont bien cadrés. Oui, voilà, exactement. Il a vraiment mis en place, c'est ça, c'est ce que tu as dit, un protocole. Un protocole, et c'est pour ça, donc on est formés, les opérateurs et les supports, pour suivre, pour s'imprégner de ce protocole et pour suivre le protocole. Effectivement, il y a vraiment un déroulement et surtout un but précis dans l'hypnose calogérogryphasie. Je parle que de celle-ci puisque c'est celle-ci que je connais. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer le but d'une séance HRE? Ah, on va avoir de la visite. Toujours. Oui. Toujours. Quand il y a, quand c'est des choses ésotériques, toujours. S'il te plaît. Là, voilà. Oui, alors pourquoi HRE? Parce que c'est l'abréviation hypnose régressive ésotérique, donc on utilise le terme HRE. Donc, à quoi sert une HRE? Alors, pour l'expliquer simplement avec la façon dont je le vois, ce que j'observe, c'est qu'on a un monde, enfin une existence physique, matérielle, et puis selon nos croyances, selon mes croyances, on a aussi une existence vibratoire, fréquentielle, qu'on peut nommer de plein de mots différents, mais je pense qu'il y a au moins ces deux composantes-là. Et dans la vie donc matérielle, au niveau de notre niveau physique, ce qui se passe au quotidien pour nous sur la Terre en l'occurrence, eh bien, est plus ou moins fluide, plus ou moins facile.
Et donc, on subirait, hein, après j'oublierai peut-être d'utiliser ce temps, mais c'est sous-entendu, c'est qu'on subirait des influences qui sont forcément, qui viennent de la matière, donc tout ce que la vie nous amène au quotidien, et qui impactent et qui font réagir en nous des espaces qui sont en lien avec des choses de notre enfance, des choses que l'on porte du transgénérationnel, des choses qu'on a reçues en héritage génétique ou en tout cas transgénérationnel. C'est ça, des bagages, des bagages qui sont lourds parfois et qui ne nous appartiennent pas. Qui sont souvent lourds, voilà, qui ne nous appartiennent pas, ou d'autres qui sont tout aussi lourds et qui nous appartiennent parce qu'on a développé souvent dans l'enfance des mécanismes de protection. Et tout ce système-là fait qu'on a des conditionnements, on a des fonctionnements aujourd'hui qui sont plus forcément adaptés ou qui peuvent être souffrants. Et donc ça, on peut le travailler dans la matière. On peut le travailler avec différentes méthodes, l'hypnothérapie ou le MDR ou le FT. Enfin, il y a tout un tas de façons voilà, de pouvoir progresser là-dessus, de transcender ça, de le dépasser. Et on s'aperçoit aussi que parfois, même en ayant travaillé vraiment sur ces aspects-là et en se sentant beaucoup mieux, eh bien, il y a encore des choses qu'on a l'impression qu'ils ne nous appartiennent pas et qu'on n'arrive pas et qu'on subit beaucoup. Et donc, avec cette approche de l'hypnose régressive ésotérique, on va à ce moment-là aller observer la partie donc ésotérique, c'est-à-dire cachée, non visible, dans le sens de non visible. Oui, c'est ça. Donc, la partie non visible de nous, donc toute la partie fréquentielle, vibratoire. Et là, on sort du niveau physique et on arrive dans le niveau vibratoire, un des niveaux vibratoires les plus proches du niveau physique, donc qu'on peut appeler conscience, qu'on peut appeler âme. Alors après ça, c'est d'autres débats. Mais on arrive à travers cette technique de HRE à aller contacter la conscience ou disons le niveau subliminal et on s'aperçoit que l'espace de la conscience, on aura peut-être l'occasion d'y revenir sur cet espace, mais que la conscience finalement n'est pas libre. Elle n'est pas libre, elle subit les influences de fréquences extérieures à elle. Et donc le but de et on va peut-être le développer après, mais le but de la HRE, c'est ça, c'est de pouvoir faire observer à ce niveau subliminal-là, donc à la conscience, on va peut-être utiliser ce terme, ce sera plus simple. Voilà, on va utiliser la conscience, notre conscience, comme ça. Voilà, nous en tant que conscience. Mais c'est notre conscience. C'est notre niveau, c'est même pas une partie de nous, c'est vraiment nous à un autre niveau. Donc nous, en tant que conscience, on est impacté par des influences extérieures au niveau vibratoire. Et le but de la HRE, c'est donc de faire prendre d'abord conscience à la conscience qu'effectivement, elle n'est plus libre de faire ce qu'elle veut. Et le deuxième but, c'est qu'elle se libère, donc de l'amener à se libérer elle-même des choses qui l'impactent et donc de reprendre son pouvoir en fait, de reprendre son plein pouvoir. En fait, c'est une sorte d'accompagnement de notre partie subliminale. Parce qu'il y a l'accompagnement, en développement personnel, on fait appel à un thérapeute pour accompagner notre partie matérielle, en fait, dans la matière. Et là, c'est un accompagnement d'une partie vibratoire. Oui, c'est ça, on ne fait rien pour elle. Voilà. Ça, c'est important effectivement. C'est très important, c'est vraiment un des points de base, c'est que nous sommes responsables. Alors, il y a des raisons, il y a des explications, mais au final, c'est nous qui sommes responsables de ce que nous vivons aujourd'hui dans notre matérialité. Parce que nous, par un système, bon, on en parlera peut-être après, mais nous créons notre propre réalité. En tout cas, ce sont les croyances que j'ai aujourd'hui, c'est que l'on crée sa propre réalité en fonction notamment de ce que l'on croit. Pas que, mais aussi en fonction de nos croyances. Et donc, si déjà on prend cette prise de conscience qu'effectivement, on a la possibilité de reprendre notre souveraineté,
Alors là, eh ben, on atteint, on est dans le début de ce qu'on peut reprendre à notre niveau comme puissance, en fait. Oui, Et juste pour rajouter, j'aurais du mal maintenant avec l'appellation partie subliminale et partie physique. D'accord. Parce que en fait, c'est comme ça laisse entendre qu'on est séparés. Que nous, on est là, physique, moi, Claudia, je suis là, et que ma partie subliminale, elle est ailleurs et que c'est autre chose. Et ça, je pense que c'est dommage de vibrer comme ça, parce qu'en fait, on est, enfin, selon mon point de vue, on n'est que une seule entité, et qu'à un moment, on va laisser ce corps physique. Et que si on continue à s'identifier seulement à ce corps physique, on perd toute une partie de nous et qui va être super importante pour la suite, en fait. Oui. Pour l'après. Oui, c'est ce qu'on appelle souvent, il n'y a pas de séparation, en fait. Et quand on vit dans la matière, on a ce sentiment de séparation. On ne sait pas lequel, d'ailleurs, hein, mais oui, mais il y en a plein. Oui. Il y a plein de stades de séparation. Oui. La première cellule, de notre première cellule, elle s'est divisée en deux. Oui. Déjà à ce stade-là, il y a séparation. Donc, et puis après, ça fait que continuer, quoi. Bien sûr. Oui. Donc, on a cette mémoire ancrée dans nos cellules, effectivement. Oui. D'accord. Donc, c'est intéressant parce que c'est bien la problématique, c'est d'arriver à moi, même en tant que personne ayant fait l'expérience de la HRE, c'est d'arriver à se dire que notre partie subliminale, c'est nous aussi. Et quand on dit, bon, allez, on va interroger sa conscience, ben, on a l'impression qu'on va voir une petite conscience avec ses petits bras, ses petites jambes, et alors que, bon, c'est nous-mêmes. Et c'est ça qui est très compliqué, très compliqué dans notre esprit humain. Oui, c'est très complexe comme notion à saisir. C'est pour ça que déjà, si avec les mots, on entretient cette difficulté en disant la partie physique, la partie subliminale, ou la partie physique, la partie, c'est drôlement difficile. Et donc, du coup, en disant moi subliminal ou mon niveau subliminal ou moi au niveau subliminal, c'est plus juste. Oui. D'ailleurs, on voit au fur et à mesure de ta pratique, tu as évolué aussi. As bien, là aujourd'hui, tu es dans. C'est même pas une croyance, c'est ton ressenti profond. Oui, voilà. Et ça ne correspond que à ça. Hein. C'est juste, aujourd'hui, on expose des choses qui sont en lien, effectivement, avec ma croyance au jour d'aujourd'hui. Et comme tu dis, par rapport à il y a quelques mois, hein, puisqu'on a fait aussi un échange de ce type il y a quelques mois, ben, c'est vrai que mon positionnement et ma vision des choses a évolué. Oui. A évolué. D'accord. Et ce positionnement et cette vision des choses, aujourd'hui, ça t'aide à aller plus loin, ça te procure un peu plus de confort par rapport à cette pratique? Par rapport à la pratique de la HRO en tant que support télépathe, je ne sais pas si c'est cette vision qui me... Je vois que ça évolue, parce qu'avec l'expérience, effectivement, ça évolue. Et je pense qu'effectivement, tout est lié. Et c'est vrai que plus on voit de choses, plus on évolue, plus on se pose des questions. Avec Élodie, on discute beaucoup, on se questionne beaucoup. Chaque nouvelle HRE est vraiment apporte des éléments nouveaux, donc on se questionne beaucoup, on réfléchit beaucoup, effectivement, pour essayer d'éclaircir tout ça, parce qu'il faut bien quand même remettre les choses dans le contexte. C'est que, comme tu l'as dit au début, tu es une expérienceuse, mais on est aussi des expérienceuses. C'est-à-dire qu'on est dans... On met le pied dans un monde qu'on ne connaît pas, sur lequel on a très peu d'informations, et qui en plus passe à travers nos filtres, que ce soit la personne qui part en hypnose ou l'autre qui est là encore, ça passe à travers nos filtres, nos croyances, nos connaissances, nos conditionnements, et même, je dirais, à travers notre époque. Parce que j'imagine que si les gens qui partaient ou qui auraient pu partir en hypnose il y a 300 ans ou 500 ans, n'auraient pas du tout décrit les mêmes choses dans les mêmes termes et de la même façon.
Oui. Donc, il y a ce niveau-là aussi. Hein, on aura l'occasion d'y revenir après, mais nous, on voit aussi en hypnose des êtres, des extraterrestres ou des êtres de forme animale. Mais je pense aussi que quelque part, c'est lié à l'époque où on vit. Peut-être que voilà, une représentation collective dans laquelle on baigne et qui nous renvoie aussi des choses. Mais juste pour finir là-dessus, moi, ce que je voudrais essayer de dire, d'expliquer, c'est que ce qu'on voit en tant que support d'hypnose, donc en tant que télépathe, pendant une HRE, donc le support télépathe, c'est celui qui part en hypnose. Quand on part en hypnose pendant une HRE, c'est vrai qu'on on voit, on ressent, on se connecte, je ne sais pas comment dire, on vibre, on va contacter, oui c'est peut-être le mot plus juste, on va contacter des fréquences, des niveaux vibratoires, des ondes. Oui, c'est des fréquences, c'est fréquentiel. Oui. Moi j'appelle ça des fréquences. Et en fait, ces fréquences-là, on va les traduire. On va les traduire par des mots, on va les traduire en images, notre cerveau va les traduire en images pour qu'elles deviennent compréhensibles pour nous. Et c'est dans ce sens-là que je dis qu'aujourd'hui, on voit des extraterrestres ou des crocodiles ou des dragons, etc. Parce que ce sont des représentations qui, dans notre inconscient collectif, correspondent plus ou moins à ce type de fréquence. Mais rien ne nous dit, et on n'affirme pas du tout, que ce qu'on voit, ce sont des extraterrestres ou des dragons ou des crocodiles ou des serpents. C'est juste la traduction d'une fréquence. Voilà. Et l'idée, et nos formateurs nous le disent souvent, on ne s'attache pas à l'histoire. L'idée, c'est juste de faire reprendre à la conscience ses pleins pouvoirs. Et il y a 500 ans, ou il y a 300 ans, s'ils faisaient de la HRE, ils n'auraient peut-être pas vu des extraterrestres comme on les voit nous. Ils auraient vu d'autres choses. Ils auraient vu des anges ou voilà, quelque chose qui correspondait. Des représentations beaucoup plus religieuses. D'ailleurs, bon. Certainement, effectivement, certainement plus religieuse qu'aujourd'hui, effectivement, en plus, oui, effectivement. Oui. Ok, mais très très intéressant tout ça parce que c'est important effectivement de replacer dans son contexte cette technique. Oui, on découvre beaucoup de choses et on se base sur quoi? Sur le fait de voir que les gens après vont mieux. Et c'est ça qui nous emmène à continuer à avancer. Mais tout le monde avance en co-découverte, quoi. Hein. En expérience. Aussi, voilà, en expérience. On ne détient aucune vérité. On ne prétend pas du tout toucher à des vérités d'ailleurs. Parce que la réalité, c'est quoi? Personne ne le sait. Hein. La réalité qu'on voit, la réalité qu'on touche, quand on sait que ce qu'on touche n'est fait que de vide à 99,997%. La physique quantique. Ça fait relativiser les choses quand même, hein, alors qu'on le touche et on a vraiment l'impression que la matérialité est dense. Donc voilà, on découvre à tous les niveaux. Vous découvrez, mais vous remarquez quand même, et c'est pour ça que cette technique, vous la pratiquez, il y a des résultats. Ça, c'est important. Mais oui, mais c'est ça, ouais. Et c'est tellement gratifiant en plus, c'est merveilleux, quoi. C'est quand il y a des résultats. Alors, on découvre aussi justement on découvre aussi les limites. Voilà, et donc on essaye aussi à notre niveau de faire avancer le schmilblick. Alors du coup, comment se passe une séance de HRE? Parce que c'est ça, ce qui intéresse les gens, c'est de savoir à qui s'adresser et puis comment ça se passe. Parce que là, on a parlé de toi en tant que support télépathe, on a parlé de l'opérateur, mais il y a quand même une troisième personne qui est très importante. Essentiel, effectivement. Alors, la séance, je vais revenir juste un petit peu avant sur ta question, qui contacter? En fait, ça dépend de ce que l'on veut en tant que consultant. J'ai une problématique, j'ai des problématiques dans ma vie que j'ai du mal à dépasser, qui sont récurrentes, ou sur lesquelles j'ai travaillé et que ça ne change rien, ou bien sur lesquelles je n'arrive pas à travailler parce que c'est tellement énorme, ou bien sur lesquelles j'imagine qu'il y a quelque chose, mais c'est tellement profond que j'en sais rien. Donc j'ai une problématique avec plein de problèmes liés à ça dans mon quotidien, ou pas beaucoup de problèmes d'ailleurs, hein, pas forcément, mais je veux pouvoir donner aussi.
cet aspect-là. Voilà. Et bien là, il y a déjà surtout à qui s'adresser, il y a surtout, à mon sens, une première question à se poser, c'est est-ce que je veux partir en hypnose moi-même ou non? Parce que selon les binômes, alors un opérateur et son télépathe, on appelle ça un binôme. Selon les binômes, eh bien, il y a des binômes qui vont préférer ne pas faire partir le consultant en hypnose pour la première session. Nous, c'est ce que l'on pratique avec Élodie pour le moment. À la première session, on fait, c'est moi qui pars en hypnose en fait. Et Élodie déroule le protocole. On va en reparler peut-être tout à l'heure. Mais il y a des binômes qui peuvent faire partir le consultant dès la première session. C'est ce que fait par exemple Calogéographie. Calo, lui, il fait ça. Et tout de suite, il fait partir le consultant en hypnose. Et le support est là pour des moments précis. Alors, nous, pourquoi on ne fait pas ça à la première session? Parce que il y a le fait, alors tu pourras peut-être en parler puisque toi tu as fait, voilà, tu as fait 2. La première, tu n'es pas partie, c'est le télépathe qui est parti. La deuxième, tu es partie donc avec le télépathe, en coopération, on va dire. Alors, pourquoi nous, à la première session, on ne le fait pas comme ça directement? Parce que, pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand le consultant part en hypnose, déjà, il n'a pas l'habitude. Voilà. Le télépathe, lui, il a l'habitude. Donc, dès qu'on lui demande quelque chose, il sait où il doit aller chercher, comment il doit se positionner pour shifter d'une ligne de temps à une autre, etc. Le consultant, il ne sait pas toujours ce que c'est les lignes de temps différentes. Il ne sait pas s'il est dans le présent, s'il est dans un monde parallèle ou s'il est dans un autre monde. Donc, il y a beaucoup de techniques, un peu de techniques, on va dire. Donc, ça, c'est une des raisons. Oui. Et puis, la première fois, on découvre, en tant que consultant, on découvre cette technique, parce que c'est quand même une technique très particulière. Donc, j'imagine que si j'étais rentrée, pour ma part, si j'étais rentrée en hypnose dès la première session, j'aurais été perdue. J'aurais été perdue parce que on est perdu parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas ce qu'on voit, on ne sait pas si ce qu'on voit, c'est notre mental qui agit ou si c'est vraiment ça. On se pose beaucoup de questions. Donc, comme on se pose des questions, on remonte, on redescend, on remonte. C'est fatigant, c'est épuisant. Il faut se centrer constamment, se recentrer pour redescendre. Ce n'est pas un exercice facile. Et puis, en plus, il y a l'histoire de l'émotionnel qui intervient. On est confronté à des choses qui nous concernent et donc l'émotionnel entre en jeu. Et donc là, c'est pareil, ça peut aussi influencer. Alors que le télépathe, lui, son émotionnel, il est stable. C'est la base de notre boulot, c'est la stabilité émotionnelle. Quoi qu'on voit derrière, quoi qu'on rencontre derrière, quoi qu'il se passe derrière, garder cette stabilité émotionnelle pour qu'il y ait le moins de prise possible à tout ce que l'on rencontre au niveau fréquentiel. Donc du coup, si les personnes veulent absolument partir elles-mêmes en hypnose pour leur HRE, il vaut mieux qu'elles s'adressent à quelqu'un, évidemment, qui fait ça, comme Calo, par exemple, ou Nathalie Knepper, qui elle aussi… d'autres pratiquants de la méthode. Voilà. Des pratiquants de la méthode qui sont aguerris. Alors, parce que vous aguerris, non, c'est pas vraiment en lien. Il y a des personnes qui sont aguerries et qui vont utiliser toujours leur télépathe et qui ne font pas partir leurs clients en hypnose parce que c'est plus rapide, parce que c'est plus facile, parce que c'est plus sûr, sûr. Je suis pas sûre que ce soit plus sûr finalement, mais parce que ça va être plus le déroulé plus clairement et voilà. Et voilà, c'est plutôt ça. Il y a une histoire de confiance aussi entre l'opérateur et le télépathe. Il y a une habitude de travailler ensemble et une histoire voilà, c'est un binôme quoi. Oui, un binôme. Et puis avec l'habitude, avec les ressentis, parce que quand le consultant part en hypnose, il voit des choses, il les décrypte à sa façon aussi. Et des fois, ça ne va pas assez profondément dans l'hypnose et dans ce qui est vu ou compris. C'est pour ça que quand nous, s'il y a une deuxième session à faire, à la deuxième session, on fait partir le consultant en hypnose le plus possible. Parce que souvent, on s'aperçoit ça de plus en plus, à la deuxième,
s'il y a besoin d'une deuxième session, c'est que ce qui doit être travaillé se situe au niveau vraiment très très proche du niveau physique. Du corps, oui, donc, oui, c'est un effectivement. espèce de niveau intermédiaire entre le niveau physique et le niveau subliminal que l'on contacte pour éclaircir l'espace. Je peux en témoigner. Je peux en témoigner. C'est ce qui s'est passé pour c'est la deuxième session que j'ai faite avec vous, avec Élodie et toi, où ma partie subliminale, je vais dire comme ça, puisque mon moi subliminal était extrêmement proche du moi matière et était extrêmement influencé par les émotions que j'avais en fait, les émotions terrestres. Et du coup, pourtant, la partie subliminale est libre, mais l'influence de la partie matière l'empêchait de créer et d'avancer. Voilà, exactement. L'espace de ce niveau subliminal, son espace était libre, elle avait retrouvé sa pleine créativité à la première HRE. Ça, il n'y avait pas du tout de difficulté là-dessus, mais effectivement, impliquée tellement dans son niveau physique qu'elle en était tellement impactée qu'il y avait beaucoup de limitations et qu'il fallait travailler au niveau de cette espèce je ne sais pas comment le définir encore aujourd'hui, mais de conditionnement, de partie éthérique qui est impactée directement par tous nos conditionnements, tout ce qu'on disait au départ, tous nos conditionnements, toutes nos fausses croyances, toutes nos limitations. Et c'est vrai que quand on s'incarne, on voit bien toutes les limites que ça impose à la fréquence que l'on est en tant qu'essence. Il y a des limitations extrêmes, quoi. Donc effectivement, on peut comprendre que ça puisse être très impactant et en tout cas dans le niveau physique, on voit bien que toi tu le voyais bien aussi que ok, ton niveau subliminal était libre et tu avais récupéré. Ça allait beaucoup mieux, oui. J'avais récupéré quand même. J'avais récupéré de la créativité, un peu ça m'avait libéré de beaucoup de choses, surtout un enfermement. Je me sentais enfermée et ça avait vraiment libéré cet enfermement. Mais je sentais effectivement, c'est pour ça que je vous ai demandé une seconde séance, c'est que je sentais que c'était pas allé jusqu'au bout. Il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose. Et oui, et c'est vrai que pardon, vas-y. Non, vas-y, termine. C'est-à-dire que déjà, la première hypnose, la HRE, elle dure en moyenne 1h30. Entre 1h30, 2h, ça dépend en fait. Hein. Et c'est déjà, comment dire, le travail de base qui est fait. Il faut déjà commencer par ça de toute façon. Et ensuite, s'il y a besoin, parce que ça dépend aussi des métabolisations, mais s'il y a besoin, alors cette deuxième séance, elle peut apporter beaucoup de choses pour, comme tu dis, venir compléter cette première. Et c'est vrai que au fur et à mesure de notre pratique, on s'aperçoit que cette deuxième séance, finalement, elle est souvent plus qu'utile. Mais au début, nous, on n'avait pas, comment dire, on disait non, une séance suffit. Et oui, effectivement, une séance suffit pour libérer la conscience. Oui. Mais effectivement, ce niveau-là, comme on ne le travaille pas à la première séance parce qu'on travaille tout le reste, et bien effectivement, parfois, il faut y revenir. En fait, vous débroussaillez, vous dégrossissez la pierre et ensuite vous venez ciseler ce qui reste à ciseler. C'est ça, oui, voilà. Mais c'est important aussi d'en parler de cette deuxième séance parce que il est quand même dit dans la méthode Grifasi que normalement, il n'y a besoin que d'une séance. Une fois que c'est fait, c'est fait. C'est ça. Et c'est juste. C'est juste parce qu'une fois que la conscience est libérée, elle est libérée. Une fois que le niveau subliminal, il a récupéré sa pleine souveraineté, surtout le spectre, c'est libéré. Donc ça, en une séance, effectivement. Mais par contre, tout ce qui est des conditionnements dans la matière, tout ce qui est des problématiques émotionnelles, tout ce qui est de ce qu'on récupère aussi du transgénérationnel, ça, voilà, il faut une séance pleine et entière aussi pour le travailler. Et nous, on le travaille en hypnose régressive ésotérique avec la partie physique
du consultant, parce que de plus en plus, on s'aperçoit que le niveau subliminal nous dit oui, ok, mais moi ça, je ne veux pas influencer là-dessus, c'est à mon niveau physique de faire ce travail-là maintenant et que ça doit être verbalisé. De plus en plus, ils nous disent ça, les consciences, que le niveau physique doit le verbaliser et que c'est comme ça que le travail se fait dans la matière. Mais doit verbaliser quoi? Ce que l'on fait en deuxième séance. Ce que l'on fait en deuxième séance, le travail qui est fait en deuxième séance, il y a vraiment une partie qui doit être faite par le consultant. Et donc, le fait qu'il soit placé dans cet état d'hypnose ou de relaxation profonde, oui, va l'amener. Alors, en fait, cette deuxième séance, elle se fait à 3. Il y a l'opérateur, le support télépathe qui part en hypnose et le consultant qui part en hypnose aussi ou qui se trouve dans un état de détente profonde. Oui, voilà, un état modifié de conscience, mais à niveau oui. Voilà, alors à son niveau, avec plus ou moins de montée et de descente, comme nous, hein, les télépathes, on fait pareil, hein, on monte, on redescend, c'est pareil, sauf qu'on le fait différemment. Mais du coup, le fait d'être tous les deux en hypnose va permettre à l'opérateur de faire travailler le consultant exactement dans ses cellules, dans ses programmations, dans ses croyances, dans ses prises de conscience, en direct. Ouais. Oui. En direct, avec le support télépathe qui est là quand même pour aller voir en profondeur certaines choses qui ne vont pas être vues par le consultant, parce qu'il est dans ce travail des émotions, dans ce travail-là, et que descendre à un niveau plus profond et observer de plus loin ne peut pas être fait facilement par lui. Donc, partir comme ça en deux, avec deux personnes en hypnose, permet à l'opérateur de travailler sur tous les plans. Non, mais moi j'avais trouvé ça intéressant et c'est même très rassurant parce que de savoir qu'il y a un opérateur télépathe dont c'est le métier qui est là et qui peut, qui est là en aidant en fait. Moi c'est ce que j'ai ressenti, c'est-à-dire que quand je n'arrivais plus à monter en fréquence et puis à être ou à descendre profondément comme tu dis, plutôt dans l'inverse. Parce qu'effectivement, on fait ça. Élodie, tu repassais oui, vers toi pour voir l'info et puis avoir plus d'éléments et de manière à reprendre ensuite derrière avec moi pour traiter chaque élément. Et voilà. Exactement. Non, mais c'était parce que c'est très épuisant, effectivement. Oui. Que je témoigne. C'est très fatigant de faire ça tout le long parce que la séance elle dure longtemps et puis c'est impactant émotionnellement. Oui, absolument. Parce que tu vis des choses qui sont fastes, quoi, hein, et ça ramène quand même dans des profondeurs intimes, très intimes, dans le sens de ton être élémentaire, quoi, et en lien avec des expériences de vie souvent confrontantes et souffrantes. Et justement, ce que j'ai trouvé intéressant entre la première séance où, même si on est acteur, parce qu'on vous dit, vous êtes acteur même en n'étant pas sous hypnose, parce que malgré tout, bon, on regarde la première séance en tant que spectateur, mais comme on est avec vous, malgré tout, il y a des choses qui se passent. Justement, oui, tu fais bien de mettre le doigt sur ce point-là, parce qu'effectivement, quand le consultant est présent donc à son HRE, sa première séance par exemple, et qu'il ne part pas en hypnose, eh bien, il est quand même là et sa vibration est quand même là, ses fréquences sont quand même là. Et c'est vrai que si le consultant, à ce moment-là, sait ce qui se passe, s'il a lâché, s'il est en confiance, s'il est vraiment pleinement présent, pleinement avec nous, et qu'il est conscient que, qu'il est en accord vraiment profondément avec tout ce travail, la séance va se dérouler facilement pour nous. Oui. Par contre, si le consultant a des craintes, a des peurs, a des croyances que oh là là, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, mais qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce qui se passe, mais c'est n'importe quoi. Et ben nous, on le ressent beaucoup alors on le ressent dans le sens où ça nous
ralentit, Ralenti, voilà. ça Oui. floute beaucoup de choses, ça peut faire que les choses soient moins claires. Et donc, c'est vrai que des fois, on rame pendant un petit moment, jusqu'à ce qu'à un moment, le consultant entende ou quelque chose qui va le faire lâcher. Et là, il va être pleinement avec nous. Et là, ok, c'est bon. Là, maintenant, on arrive à dérouler, à travailler correctement. Mais c'est vrai que même si le consultant ne part pas en hypnose, sa présence, elle est ultra impactante. Elle est très, très importante. C'est fou, hein. Ah, ouais, ouais. Et puis soi-même, quand même, on est spectateur, mais on voit se dérouler des choses qui nous concernent. Et on peut voir, on imagine aussi, et voilà, on participe pleinement au truc. C'est ça. Et quand tu vois les choses, enfin quand le consultant voit les choses, entend les choses, ça lui provoque des réactions. Et donc ça fait que ses fréquences évoluent. Et nous, c'est ça qu'on ressent en fait, c'est l'évolution de la fréquence du consultant. Et s'il est fermé et s'il il est peu coopérant au niveau fréquentiel, bah, ça peut nous ralentir un peu le travail. Voilà, donc c'est juste pour dire que, alors le travail, il est fait de toute façon, on le fait, pareil, c'est juste un peu plus long et un peu plus laborieux pendant un petit moment, mais le travail est fait de la même façon. C'est juste pour dire que le consultant, même s'il ne part pas en hypnose, sa présence est une vraie présence. Elle est, voilà, on est vraiment quand même à 3 au niveau fréquentiel à faire ce travail. Il est quand même très présent, même s'il n'a pas d'action. Non, mais oui, c'est important de le dire, parce qu'on peut se dire, bon, bah, effectivement, quand on est en hypnose, on est acteur, mais quand on n'est pas en hypnose, on regarde seulement, mais c'est pas du tout comme ça que ça. Mais c'est un petit peu comme quand on va voir un thérapeute en acupuncteur ou un thérapeute de médecine douce. On est participant, parce que sinon, voilà, on va pas voir le médecin qui nous donne des médicaments et qui. Quoique, quand on va voir un médecin pour demander des médicaments, on est participant aussi, dans le sens où on veut des médicaments pour aller vite. Donc, quelque part, on pourrait nous donner du placebo. Finalement, ça peut fonctionner aussi. Donc, la preuve, oui, exactement. C'est ce qui peut se passer, voilà. Mais tout à fait. Bah oui, d'où on voit bien la puissance qu'on peut avoir au niveau vibratoire, au niveau fréquentiel. Fréquentiel, voilà. Très bien. Bon, je crois qu'on a fait bien le tour parce que je voulais te demander, bon, comment se déroule une séquence, mais tu en as parlé, hein, oui, alors, qu'est-ce que tu veux voir le déroulement dans le détail, bah, Elodie a des vidéos YouTube, elle a un onglet dans sa playlist de sessions HRE à visionner, mais le grand déroulé, c'est retrouver la conscience, demander bien sûr si elle est en accord pour travailler avec nous, et puis la faire arriver par un cheminement précis, avec des étapes précises et un protocole précis, la faire arriver à ce qu'elle-même se libère elle-même des fréquences qui la polluent et qui l'empêchent de se consacrer à 100% à notre niveau physique, à cette expérience qu'elle a créée dans la matière, enfin, d'après nos croyances. Voilà, parce qu'effectivement, pour faire ces HRE, il faut vous contacter l'une ou l'autre. Hein. Donc, directement. Oui, voilà, exactement. Prendre contact avec l'une ou avec l'autre. On est là pour répondre à toutes les questions, pour expliquer tout ce qu'il y a besoin d'expliquer. Et surtout, il ne faut pas hésiter. Ça, c'est vraiment, vraiment important. C'est que on est là pour ça, c'est notre kiff, quoi, hein, de pouvoir partager ce qu'on fait. Et surtout, si on peut amener un truc, et ben voilà. Donc, il ne faut pas hésiter, voilà, à prendre contact. Et puis après, on échange. Alors, tu as abordé très rapidement tout à l'heure ce que contacte le télépathe. Donc, on va le redire, c'est notre partie vibratoire. Hein. Alors, c'est nous en tant que onde fréquentielle, en tant que fréquence, et c'est ce qu'on appelle notre niveau subliminal. Alors, parce qu'il y a plein de termes éthériques, subliminal, c'est tout ce qui est non physique en fait, c'est notre niveau non physique
et non, alors, parce que non physique et en même temps assez, c'est pas facile à exprimer, c'est-à-dire que tout à l'heure on expliquait que pour la deuxième session, on travaille sur le niveau, moi je l'appelle physique quand même, même si c'est non physique, c'est du niveau de l'émotionnel, c'est du niveau des croyances, c'est du niveau des conditionnements et c'est du niveau de ce qu'on a reçu en héritage au niveau cellulaire de nos... Oui. Des mémoires. Des mémoires, voilà. Donc ça, on pourrait dire que c'est pas physique. Moi, j'appelle ça quand même le niveau physique. C'est pas la matière, mais c'est quand même le niveau physique. Oui, oui. C'est le niveau matière élargie, en fait, niveau physique. Bah, voilà. C'est un petit peu, est-ce que, tu sais, on parle souvent de nos différents corps. Donc, est-ce qu'on se situe dans ce niveau-là? Oui, oui, voilà, parce que dans ce niveau-là, enfin dans ce niveau physique, on trouve effectivement le corps émotionnel, on trouve le corps mental, on trouve le corps sexuel qui est associé à la créativité. Donc effectivement, moi, par manque de termes, je l'appelle le niveau physique, mais c'est pas le niveau matière. C'est le niveau moléculaire, physique quantique. Oui, c'est ça, c'est de la physique quantique. Le plus proche du corps, quoi, le plus proche du corps matière. Oui. Et nous, on contacte donc à la première session un autre, donc il y a le corps matière, le corps, enfin le niveau physique, là, tout ce qu'on travaille en deuxième session. Et en première session, à HRE, on va ici, à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau de la conscience. Moi, je la vois, la conscience, dans mon imaginaire, hein, je la vois comme un espèce de faisceau comme un espèce d'entonnoir, qui plus elle arrive dans la matière, plus elle se concentre, condense, et pour arriver à l'incarnation, arriver dans cet état d'incarnation, de matérialité, de matière. Et donc, on contacte le niveau subliminal qui est très proche de cette incarnation-là, parce que c'est sur cette incarnation-là que l'on veut travailler. Parce que si on dézoome encore, si on dézoome vraiment et qu'on remonte fréquentiellement le long des différents niveaux de la conscience, on arrive à un moment, à un espace où la conscience, elle est comme, c'est ce qu'explique Nathalie Knepper. Oui, elle est comme le centre d'une roue de vélo où il y a plein de rayons et où chaque expérience qu'elle fait, chaque expérience matière ou autre d'ailleurs, est un rayon du vélo. Donc, on peut remonter à ce niveau-là où notre essence, je préfère ça que conscience, peut-être notre essence observe toutes ces créations, toutes ces expériences. Mais nous, on va pas nécessairement aller atteindre ce niveau-là tout de suite. Pendant la séance, Élodie va certainement ou peut-être être amenée à devoir aller travailler avec ce niveau-là à un moment ou un autre, mais c'est pas toujours. Et c'est elle qui voit, moi comme je dis, je lui envoie toutes les infos que je peux, et elle se dépatouille après avec tout le reste. Oui, c'est vrai qu'elle a un véritable rôle d'enquêtrice. Hein, avec carrément, et puis il faut trier les informations, il faut c'est très très impressionnant, il faut choisir une stratégie. Ah oui, j'invite vraiment à aller voir, aller voir sa vidéo où elle explique donc le même interview où elle explique comment elle travaille, et aller voir sur sa chaîne YouTube les séances, parce que vraiment c'est une enquêtrice. Hein. Je ne sais pas comment elle fait, mais elle doit tout noter, tout. Oui, et puis elle a un esprit très très analytique. Il faut qu'elle écoute tout le truc avant d'aller à autre chose, et ça on ne le laisse pas au hasard. Elle sait toujours à quel niveau elle est. C'est incroyable. Hein. Oui, alors que des fois, heureusement que nous on n'a pas à réfléchir en tant que support, hein, parce que sinon ce serait la panique à bord, la pagaille. Oui. Non, franchement, c'est un gros boulot. Hein. Moi, la première session que j'ai faite, j'étais estomaquée du travail que vous faites toutes les deux et du travail d'Élodie sur. J'ai dit, mais vous deviez être crevée en sortant, et puis elle a
aller chercher les pistes, à revenir, à se poser la question, à essayer de contourner la conscience pour essayer Oui. de… C'est ça. très psychologique. C'est ça, c'est un vrai challenge tout le temps. Ah Hein. oui. C'est un challenge tout le temps parce que selon la conscience que l'on à qui on a affaire, bah des fois elle est tellement impactée par ces interférents que des fois c'est compliqué de trouver un petit fil à tirer pour qu'elle revienne avec nous, quoi. C'est ça, c'est ça. Non, non, c'est ça. Il faut vraiment le voir. Faut vraiment, et puis il faut en suivre plusieurs parce que c'est intéressant. Et je trouve qu'en suivant régulièrement les sessions d'autres personnes, qui sont souvent des sessions anonymes, hein, de toute manière, hein, parce que vous les floutez la plupart du temps. L'anamnèse n'est pas donc les raisons pour lesquelles le consultant vient n'est pas toujours publié, c'est en fonction de la personne, puisque vous demandez l'autorisation, hein, bien sûr, au consultant, et de publier la vidéo, flouter, non flouter, et puis les éléments. Donc tout le monde peut aller visionner ces sessions parce que c'est intéressant, et plus on en regarde, et plus notre conscience, j'ai l'impression, plus notre conscience progresse, et ça aide beaucoup d'ailleurs dans ce que vous appelez la métabolisation. Est-ce que tu peux en parler de la métabolisation, Claudia? Oui, alors la métabolisation, c'est une période de temps et des événements, enfin, c'est ce qui se passe après la HRE. Après la séance de HRE, où donc la conscience a récupéré sa pleine souveraineté, son espace, elle est libre, et donc elle peut à ce moment-là correctement interagir avec son niveau physique pour que dans la réalité matérielle, ça se déroule au mieux, hein, qu'on reprenne. Le but, c'est de vraiment reprendre une vraie synergie de co-création, de création même, hein, c'est de la création totale entre ce que l'on veut faire advenir dans notre vie et ce qui s'y passe réellement. Donc une fois que la conscience a récupéré cette fluidité de circulation. D'ailleurs, vous parlez de conscience créative. Vous parlez d'une conscience créative. Conscience libre en tout cas, une fois qu'elle est libre. Une fois que le niveau subliminal est libre, en fait. Eh bien, ça, c'est fait, c'est acté au niveau vibratoire, au niveau des fréquences. Ok, mais le truc, c'est que dans la matière, il y a souvent, il y a encore aujourd'hui un laps de temps. Parce qu'il y a souvent un renouvellement cellulaire à faire avec les nouvelles informations. Parce qu'en fait, pendant une HRE, on fait ce qu'on appelle un changement de ligne de temps. C'est-à-dire qu'on était sur un chemin, on va dire, qui se déroulait de certaines façons, et là, on vient de passer sur un chemin différent. Donc notre vie va se dérouler d'une autre façon. Donc ça, c'est acté, c'est fait. Seulement, il y a souvent entre cet état dans l'éther, au niveau vibratoire, et dans la matière, voilà, il y a un delta. Et donc, c'est pour ça que si on peut, en tant qu'individu, accompagner ce travail-là, bah, ça va aller du coup beaucoup plus vite. On verra peut-être tout à l'heure comment ne pas l'entraver, en tout cas. Comment l'accompagner, pourquoi pas, mais surtout comment ne pas l'entraver. Et donc, la métabolisation, c'est tout ce qui va se passer à partir du moment où la conscience a retrouvé sa pleine souveraineté, sa liberté. Donc, c'est tout ce qui va se passer dans la vie de la personne, de nouveau ou pas, parce que des fois, c'est des changements qui vont être… Alors, il y a de tout dans la métabolisation. Il y a des personnes qui vont voir leur vie changer, mais d'un seul coup, sur plein de points. Alors ça, c'est très spectaculaire. J'étais malheureuse au boulot, j'ai un super travail maintenant. Ça n'allait plus dans mon couple. Maintenant, c'est bon, j'ai retrouvé un équilibre. Ça n'allait pas au niveau de ma famille et tout s'est résorbé. Donc ça, c'est spectaculaire, ok, c'est super. Ça se voit et c'est calculable. Voilà, exactement.
Et aussi, c'est pas toujours comme ça. C'est pas toujours comme ça. Parfois, les changements peuvent être beaucoup plus discrets. Parfois, ils peuvent être subtils. Donc, c'est-à-dire que on se surprend de temps en temps à dire, bah tiens, mais au fait, avant, j'aurais pas réagi comme ça. Donc, des fois, voilà, c'est très subtil. Ça dépend de beaucoup de choses. Et en tout cas, quand on veut voir quelque chose changer dans sa vie. Oui. Voilà, quand on a bien identifié tout ce qui ne va pas et qu'on veut voir changer, qu'avec la HRE, la première session, derrière, il n'y a aucun changement. Alors, pas 2 jours après, mais 1 mois après, oui, 2 mois après, 3 mois après. Parce que avant que l'aspect vibratoire descende dans la matière, il faut du temps. Ah, il faut du temps. Eh oui, déjà, le renouvellement cellulaire, c'est souvent 3 semaines environ. Oui. Donc, Voir un corps, il se renouvelle sur les parties qui se renouvellent en 90 jours. Donc, ouais, donc, tu vois, 3 mois, voilà. Donc, il faut laisser du temps au temps. Mais c'est vrai que si on observe qu'il n'y a vraiment pas d'amélioration et qu'il y a encore des choses très souffrantes, alors on fait la 2e session pour travailler donc sur ce niveau physique. Et donc, ça se déroule pendant la métabolisation. Et pendant la métabolisation, on a une responsabilité très, très forte. C'est qu'on est acteur de ce qui va se passer dans notre vie. C'est-à-dire que si on se dit, OK, j'ai fait ma HRE, ça règle tout, et maintenant j'attends de voir ce qui arrive, on risque d'être déçu. Parce que si ce n'est pas très flagrant, comme c'est le cas pour beaucoup de personnes, ça veut dire qu'il y a un travail que l'on doit réaliser de notre côté aussi, une part du travail que l'on doit faire. Et donc ça, eh bien, il y a plein de méthodes, de choses que l'on peut faire. Quand on a fait sa première HRE, quand on a fait sa 2e session, et si effectivement ça ne va pas assez vite, ou bien si ce n'est pas, comment dire, suffisamment satisfaisant, voilà, exactement, il y a moyen, bien sûr, de travailler avec des outils matière, donc, et de notre dimension terrestre. Et là, il y a plein d'outils qui existent, et justement, on a créé avec Élodie un module, enfin un accompagnement à la métabolisation qui permet d'accompagner les personnes sur donc 5 modules que l'on décline donc toutes les 3 semaines, justement pour respecter un petit peu ce cycle de renouvellement, d'imprégnation cellulaire. Et en fait, ces 5 modules se déroulent de façon logique pour partir du point où en sont les personnes aujourd'hui, bloquées, entravées, ou c'est difficile, et pour les amener au bout du 5e module à réaliser la création dans la matière qu'elles souhaitent. Et donc, ça passe par tout un cheminement que l'on fait à 2 avec Élodie. Elle est hypnothérapeute, donc elle va travailler aussi avec les personnes au niveau de l'hypnose. Il y a beaucoup de travail qui est fait sur tout ce qui est centrage, alignement, compréhension que pour créer dans la matière, il faut déjà avoir un état d'être. Oui, voilà, un état d'être et de fonctionnement. Donc, ces modules sont faits pour amener les gens, donc déjà à obtenir cet alignement, ce centrage pour pouvoir créer dans la matière la vie qu'ils veulent, qu'ils méritent, qui leur correspondent. Et la 2e chose, c'est se débarrasser de tous les conditionnements, fausses croyances, tout ce qui est porté et qui ne nous appartient pas. Donc, il y a ces 2 aspects qui vont être travaillés pendant cet accompagnement, pendant ces 5 modules. Ouais, c'est intéressant que tu en parles. C'est vrai qu'on serait venu en parler en fin de session, mais c'est bien c'est bien de le raccrocher à la métabolisation, parce que c'est vraiment un travail. Cet accompagnement va permettre une meilleure métabolisation, de ne pas se retrouver seul devant cette métabolisation, en fait. C'est ça. Et du coup, de ne pas retomber dans ce qui peut entraver la métabolisation. Et là, tu peux peut-être en parler. Voilà, parce que ce qui entrave vraiment le plus,
ce travail-là qui se fait au niveau subliminal et qui descend tout doucement dans la matière, ce qui peut l'impacter le plus, c'est d'abord le doute. Et oui. Oui, mais en fait, ça n'a rien changé. Et comment ça peut marcher? Et mais c'est pas possible que ça puisse faire ça. Et oui, mais quand elle a dit ça, on n'a pas demandé si. Et alors du coup, la réponse, eh ben alors on n'a pas pu le travailler. Donc c'est tous ces questionnements, tous ces doutes qui vont faire que notre fréquence, on va se désaligner petit à petit. Et donc du coup, plus on est désaligné, plus les fréquences fluctuent à la baisse, Oui, oui. et plus effectivement, plus on fonctionne sur des fréquences basses, plus on risque d'être mal dans sa peau, mal dans sa vie, d'attirer à soi des choses de fréquences bof. Et puis le fait de lâcher ces hautes fréquences, on est moins en lien avec notre conscience créative, en fait, avec cette partie-là qui finalement nous amène à créer ce que l'on veut. C'est ça, c'est exactement ça. Et si on reprend l'image qu'on voyait tout à l'heure, le corps physique, le niveau, enfin le corps matériel, le niveau donc physique avec tout ce que ça comprend, émotionnel, mental, etc. Et puis la conscience, eh bien là, avec cet accompagnement, on va travailler sur cette partie-là, la partie émotionnelle, la partie conditionnement, pour donner des clés aux personnes pour qu'elles ne se remettent pas à gonfler. Parce qu'en deuxième séance, on va la nettoyer, on va la recalibrer, on va la réaligner. Mais si la personne, elle, dans sa matérialité, dans le déroulement de sa vie, elle recommence à retomber dans les anciens conditionnements, dans les fausses croyances, dans la dévalorisation de soi, dans je ne sais pas quoi, tout ça, toutes ces dimensions-là, ben, elle va recréer ce corps-là. Et donc, comme tu dis, plus ce corps, il est imposant, important et qui prend de la place, plus il nous coupe de notre circulation avec notre essence profonde, qui fait que quand on est en circulation avec elle, on crée dans la matière beaucoup plus facilement ce qui est juste pour nous et ce qui nous correspond. Ouais. Ah, tu as bien expliqué dans le sens où je comprends bien moi-même du coup ce que tu dis, et je pense que c'est très logique et très bien vu, parce que c'est un peu ça la problématique, c'est qu'après une séance, il faut, j'aime pas dire ce terme-là, mais c'est important de continuer sur les mêmes fréquences, et c'est très dur. C'est très dur parce que c'est un travail de tous les jours. Et pour le vivre… Et on n'a pas les outils. On n'a pas les outils. Là, on amène des outils. Alors après, à chacun de se responsabiliser, de les utiliser ou pas, mais on amène aux personnes vraiment les outils que nous, on connaît. Alors, il y en a d'autres. On ne prétend pas avoir les outils ultimes. On partage nos outils, ceux qui ont marché pour nous, qui fonctionnent pour nous, qu'on connaît. Mais effectivement, là, l'idée, c'est que la personne puisse justement utiliser ces outils, se raccrocher à des techniques pour, dès qu'elle voit que ça descend, que ça se décale, bah ok, je me recale et je me remets, je me réaligne et je reprends et je redégonfle cette partie-là. Je reprends une certaine souveraineté personnelle dans la matière, en fait. Exactement. Et je suis d'accord, je reprends, et même des fois je prends, parce que des fois, depuis l'enfance, on n'a pas été, on ne nous a même pas appris, on ne nous a même pas expliqué, on ne nous a même pas laissé, ou alors on nous a fait perdre pour X raisons toute cette capacité-là. Tout à l'heure, parce que bon, on a parlé beaucoup effectivement de la conscience, des fréquences. Bon, là maintenant, on vient d'aborder la métabolisation. Mais tout à l'heure, par curiosité, je pose cette question. Tu as parlé, on voit des êtres, des dragons, etc., etc. Alors, je voudrais un petit peu parler de tout ce que, qu'est-ce que c'est ces histoires de ce que vous voyez. Bestiaire céleste. Voilà, parce que ça paraît bizarre, mais voilà. Est-ce que tu peux me parler de comment ça se passe pour vous, les télépathes là, dans tout cet espace là-haut?
Je dis là-haut parce que, bon, oui, dans l'espace vibratoire, dans oui, lequel voilà. vous allez explorer. C'est vrai que les fréquences se traduisent par des choses que l'on voit, des choses que l'on entend, des choses que l'on peut sentir avec nos sens, c'est-à-dire l'odorat, le goût, Ah oui. le ressenti dans son corps, le ressenti physique. Et puis aussi par des, je sais pas comment expliquer ça, des choses qu'on sait. Il y a des informations qu'on sait et que Ça arrive comme ça. voilà, et on sait que c'est. Alors, plus on a d'expérience, plus on sent quand c'est juste ou quand des fois, parce qu'il peut y avoir des entités qui ont des fréquences, enfin, qui ont une puissance suffisante pour nous faire vibrer, nous présenter des informations pour essayer de nous en Embrouillé. Ouais, voilà, un petit Donc peu. c'est bien des Donc entités. ça, C'est bien des entités, du coup, ou en tous les cas, c'est des fréquences qui. alors, ce sont des fréquences qui vibrent, puisque dans le non physique, on est tout de suite dans des fréquences, et ce sont des fréquences qui vibrent. Alors, comment l'expliquer? Aujourd'hui, on n'a pas vraiment beaucoup de connaissances là-dessus, mais ce sont des fréquences qui, a priori, vibrent moins haut que nous ou moins fluide que nous. C'est pas un critère de comparaison, mais c'est des fréquences qui ne sont pas bénéfiques pour nous, en tout cas. Et nous, aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure, on les traduit dans certains types d'images. Parce que aussi, on a nos croyances, on a notre formation aussi, on a l'époque dans laquelle on vit, voilà, tout ce qu'on disait tout à l'heure. Vous faites, en fait, vous arrivez à dialoguer avec ces. Oui, parce qu'en fait, dans le non matériel, tout est possible. Il y a juste à vouloir. Quand on intentionne, quand on est hors de la matière, il suffit d'intentionner pour que la réalisation se fasse. Le pouvoir de l'intention. Voilà, il n'y a pas la glu de la matière qui fait que pour réaliser quelque chose dans la matière, eh ben, il faut du boulot, quoi. Là, quand on est dématérialisé, il y a juste à intentionner et tout se fait instantanément. Donc, du coup, on dialogue avec je ne sais pas si on peut appeler ça de la transmission de pensée, c'est pour ça qu'on appelle ça le télépathe, parce qu'on dialogue de façon télépathique, mais on le retranscrit avec des mots humains et le langage humain. Avec le filtre du cerveau, en fait, c'est ça. Parce oui, à travers le filtre. Voilà, le cerveau est en interface. Hein, oui, complètement. Et avec tout ce qu'il contient, oui. Oui, tout à fait. C'est pour ça que probablement, enfin, là, je ne sais pas, c'est une supposition, mais j'imagine que pour une même fréquence, avec deux télépathes différents, il est possible, j'imagine qu'il est possible qu'on voit deux choses différentes globalement. Oui. Alors, pas opposées, mais j'imagine que peut-être un va avoir un. Il y a deux points de vue différents. Parce que, au moins, l'expérience que j'ai eue donc, sur ma deuxième session, nous avions vu un peu la même chose, mais sous deux points de vue différents. Voilà, oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, voilà. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, au final, on ne voit pas la même chose parce qu'on le traduit avec des filtres différents, mais globalement, c'est pour ça qu'ils nous disent toujours ne vous attachez pas à l'histoire. C'est qu'est-ce qui est caché derrière la forme, voilà. Qu'est-ce qui est derrière la forme? Derrière la forme, tout à fait, tout à fait. J'avais noté ça quand même, qui était, on avait vu à la fin, c'était la même chose dans ce qui était, c'était le corps émotionnel, mais d'un point de vue complètement différent. Oui, c'était impressionnant, impressionnant. Et avec Élodie, vous parlez souvent de remonter à l'origine de l'interférence. Parce que j'aimerais bien qu'on parle de cette notion d'interférence par rapport à la libération de la conscience. Alors, on appelle ça
Oui, on appelle ça interférence parce que justement, c'est quelque chose d'extérieur à la conscience qui interfère avec son espace de création. Parce qu'une conscience, c'est quoi? Comme on la voit aujourd'hui, c'est une fréquence qui est créative. C'est-à-dire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, j'intentionne quelque chose, je le crée. Dans l'éther, c'est facile et immédiat, mais dans la matière, ça passe par des règles et des lois physiques. Et donc, du coup, la conscience, oui, la conscience va créer dans la matière à travers le niveau physique. Donc, le corps physique et le corps matière et le niveau physique dont on parlait tout à l'heure. Donc, c'est cette difficulté-là. Et la conscience, donc, elle a ce qu'on appelle son espace, c'est-à-dire son intégrité. Nous, on a un corps physique, c'est notre espace physique. Notre intégrité physique, si quelqu'un nous coupe le bras, on n'a plus de bras. La conscience, elle, si quelqu'un entre dans son espace, elle ne peut plus créer comme elle le souhaite de façon libre. Parce que les fréquences qui interfèrent avec nos espaces vibratoires sont des fréquences qui ont besoin d'utiliser nos fréquences à nous pour pouvoir, eux, agir, vivre. Les énergivores. Oui, c'est ça, exactement. Sur la matière, on est en haut de la chaîne alimentaire. Personnellement, j'ai l'impression qu'au niveau éthérique, on n'y est plus. On a vraiment, de l'expérience qu'on en a, on voit vraiment qu'on est utilisé au niveau vibratoire, fréquentiel, par d'autres fréquences. Et donc, l'idée, c'est qu'effectivement, à un moment, notre niveau subliminal, nous avons donné notre accord, quelque part, on a ouvert la porte de notre espace et on a donné notre accord pour travailler en ce qu'on appelle en co-création. C'est-à-dire, au lieu que je crée moi tout seul dans mon espace de création et donc je vais créer la vie de Claudia, sympa comme ça, et bien, si à un moment j'avais ouvert la porte pour laisser entrer dans mon espace une entité, une fréquence qui détournait une partie de mon pouvoir créateur à son profit. Donc, du coup, la vie de Claudia dans la matière, elle connaît ce qui restait, quoi. Galère, quoi. Elle peut être galère, voilà. Et d'autant plus qu'effectivement, en fonction du type de fréquence, eh bien, elles ont la capacité plus ou moins d'agir sur notre niveau matière à travers tout le déroulé vibratoire. Donc, c'est vrai que c'est pour ça qu'il y a des personnes qui, des fois, vont dire « Mais ça, c'est pas moi. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est pas moi. C'était plus fort que moi. » C'est ça. Ou je ne sais pas ce qui m'empêche d'eux alors que j'ai envie. Et j'ai envie d'avancer, mais je n'avance pas. Et je me sens enfermée dans un… c'est ça. C'est ça. Donc voilà, une des raisons, parce que ça, c'est pas que la seule raison, mais une des raisons, c'est cet espace vibratoire qui a été pollué, qui est utilisé, détourné au profit d'autres choses. Et alors justement, qu'est-ce qui peut se passer? Comment est-ce qu'on va donner? Tu dis on ouvre la porte. Pourquoi est-ce qu'on va ouvrir la porte? Qu'est-ce qui se passe qui nous fait ouvrir la porte? Alors, ce qu'on observe le plus souvent pour le moment, c'est le désalignement. Quand on se désaligne, on est désaligné, on est décentré souvent par des émotions. Ah, d'accord. Et alors, vivre des émotions, c'est OK, c'est normal, c'est notre condition physique. C'est l'incarnation, elle est comme ça. Ce qui est délétère, ce qui est entravant et ce qui pose problème, c'est quand on reste à vibrer dans ces fréquences-là. Parce que qu'on soit désaligné parce qu'on a vécu une émotion forte, ça c'est ça, c'est notre quotidien, c'est le quotidien, oui. Mais qu'on reste à vibrer et que ça s'impacte en nous, que ça se cristallise en nous,
c'est là que ça peut devenir problématique. Et donc, l'idée, c'est d'apprendre à laisser vivre les émotions, se laisser traverser par elles, les accepter, les reconnaître, les vivre. Et donc, alors par plein de méthodes aussi, mais ça, on va peut-être pas détailler ça, mais comprendre que il est important d'avoir des outils qui nous permettent de ne pas rester bloqués, figés, et de ne pas continuer à subir certains types de fréquences. Parce que là, on se décentre, et donc quand on se décentre, on descend en fréquence, et plus on descend en fréquence, plus on se rapproche des fréquences interférentes. Et plus on se rapproche des fréquences interférentes, plus elles auront de facilité à venir entrer dans notre espace. Parce qu'à un moment, l'équilibre va se faire et elles n'auront plus qu'à attendre le moment où on va baisser la garde et où on va accepter, où on va dire ok, j'ai besoin d'eux. Parce que en fait, le moment où tout bascule, c'est pas seulement la descente en fréquence. Hein. On peut très bien descendre en fréquence et rester un moment et qu'on ouvre la porte à personne. Mais quand on est descendu en fréquence, qu'on y est depuis un moment, à un moment ou à un autre, on va chercher de la ressource à l'extérieur de soi. D'accord. On va d'une façon ou d'une autre se sentir dans le besoin d'aller, de croire en quelque chose d'extérieur de soi. Soit de demander de l'aide, soit d'attendre, ne serait-ce que d'attendre quelque chose à l'extérieur de soi. Parce que là, tu parles, quand tu dis on descend en fréquence, tu parles de la partie physique ou de la partie, tu vois, parce que effectivement, on dit la conscience, elle ouvre la porte. Donc c'est quand le corps descend en fréquence, quand la partie matière vit une émotion difficile et qu'elle reste sur cette vibration basse, que la partie subliminale ou notre partie vibratoire, oui, puisqu'elle est plus basse, donc forcément, c'est à ce moment-là qu'elle laisse rentrer, qu'elle peut laisser rentrer. C'est-à-dire que comme tout est lié, si notre partie physique vit quelque chose de fort au niveau émotionnel, voilà. Enfin notre partie physique, donc au niveau émotionnel, ça va gonfler. Attends, pardon. Donc ça va gonfler la partie, justement toute cette partie là où il y a le mental, l'émotionnel, les conditionnements, etc. Tac. Donc plus ça gonfle, plus on s'éloigne, plus on perd le contact, la circulation avec notre niveau subliminal, qui lui donc est effectivement libre, enjoué, gai, etc. Et donc si on n'arrive pas à rééquilibrer par des techniques, des méthodes, des exercices, si on n'arrive pas à rééquilibrer à force, alors c'est comme ça que je l'explique aujourd'hui. Hein. Oui. Mais il ne faut pas me suivre, je ne sais pas où je vais. Hein. Donc, c'est juste, je partage que ce qu'on observe aujourd'hui. Vous observez, oui, ce qui est important, parce que de toute façon, l'observation est aussi quelque chose de probant. Hein, c'est ça, c'est comme ça qu'on apprend et qu'on expérimente. Donc aujourd'hui, il y a 3000 ans, elle était observationnelle. Hein, donc, oui, oui. Et puis, on questionne les niveaux subliminaux. On questionne les consciences sur leur réponses. Et donc, c'est ce qu'elle nous renvoie. Et elle nous renvoie qu'à un moment, donc elles sont aussi descendues. Et à un moment, elles ont cru, elles ont oublié, alors ça, qu'elles avaient la ressource pour pour changer elles-mêmes leur fréquence. Et que, alors, c'est pour ça que ce qu'on dit a de l'importance, c'est que c'est pas notre conscience ou notre niveau subliminal. Au final, c'est nous. C'est nous. Oui. C'est nous. Donc, si nous, on dit, punaise, j'en peux plus, aidez-moi, moi, je suis au bout du rouleau, il faut vraiment que là, je sois aidée, là, on ouvre la porte. On ouvre la porte. Et on ne sait pas qui rentre. Et on ne sait pas qui rentre derrière. Voilà. Oui. Oui. Donc, l'idée, c'est pas de dire à l'extérieur, d'attendre, de dire j'en peux plus. C'est de revenir à l'intérieur de soi, de se recentrer, de se réaligner, de se remonter en fréquence, de se
gonfler, de se remettre dans sa pleine, son espace. Son plein potentiel. Voilà, et là, quand on est de nouveau dans son espace, ok, bah maintenant, qu'est-ce que je crée? Oui, bah ça m'a décentré, ça m'a désaligné. Je vais utiliser tel outil pour dépasser ça. Je vais de nouveau vibrer quelque chose qui me correspond, où je me sente bien. Donc oui, c'est pas facile, c'est pour ça qu'on a créé tout cet accompagnement à la métabolisation. Oui, pour continuer le travail, tout simplement, continuer le travail, optimiser ce qui a été fait et continuer l'avancée. Et puis pour pouvoir vivre dans la matière, puisque vivre voilà. Dans une grotte nous amène de toute façon son lot de tout ça, quoi, d'émotions, voilà, d'événements qui potentiellement peuvent avoir un impact émotionnel. Eh ben, c'est certain. D'ailleurs, quand on vient voir les thérapeutes, c'est souvent qu'on a essayé beaucoup de choses et que au niveau de sa potentialité, on a perdu beaucoup, quoi. Oui, mais oui, exactement. Et c'est pour ça que on trouve que cet accompagnement est important parce qu'il permet de remonter, et au final, après, que la personne ait justement suffisamment remonté ses fréquences et intégré les outils qui lui permettent de garder ces fréquences, cet alignement, de le retrouver quand c'est fluctuant, etc. Ok. Et donc, on parlait des vibrations interférentes, voilà. Mais de temps en temps, vous parlez de programmes, de programmes ou d'implants. Qu'est-ce que c'est pour vous, ça? Alors, les programmes, les implants, c'est tout ce qui nous fait fonctionner dans la matière par l'influence du contrôlant, donc de l'interférent. Voilà. Okay. C'est lui qui a positionné des choses, qui a mis en place donc des programmes, des choses pour nous faire fonctionner selon un certain fonctionnement qui, lui permet de récupérer des fréquences qui l'intéressent. Ok, intéressant. Effectivement, je n'avais pas vu comme ça. Alors, du coup, c'est une certaine vision, c'était une certaine vision de l'ésotérisme et de ce monde ésotérique, la HRE. Et alors, qu'en est-il du coup? Qu'est-ce que tu penses, toi, des guides, du karma, de toutes ces choses-là qui sont dans le développement personnel depuis un moment, toutes ces histoires donc d'anges, d'archanges, tout ça. Parce qu'avec cette vision des choses, cette récupération de notre souveraineté, forcément, du coup, toutes ces choses-là, on remet en question. C'est ça, ça pose question. Nous aussi, ça nous pose beaucoup de questions parce qu'on voit bien que globalement, quand la conscience, elle est libre, ça veut dire qu'elle est seule dans son espace, elle est pleinement souveraine et donc elle crée ce dont sa partie physique, son niveau physique a besoin. Donc c'est une circulation comme ça, donc une circulation fermée, puisque moi, dans mon niveau physique, j'ai besoin de ça dans ma vie, je vais le créer en revenant à l'intérieur de moi avec mon niveau subliminal. Si j'ouvre et que je vais à l'extérieur de moi demander quelque chose, là j'ouvre la porte, je ne sais pas ce qui rentre. Et ce que l'on voit en hypnose, c'est que les entités, donc les fréquences, on va dire basses, hein, les fréquences interférentes, les fréquences qui nous utilisent, elles ont cette faculté de se présenter à nous visuellement, auditivement, fréquentiellement. Elles ont cette capacité de se présenter à nous sous différentes formes. Et bien souvent, c'est ce qu'on observe. Alors là aussi, on n'a pas de vérité et on ne sait pas si ce qu'on observe est la réalité. Mais en tout cas, aujourd'hui, on en est là. C'est que quand on fait de la HRE, de l'hypnose régressive ésotérique, on s'aperçoit que dans l'espace subliminal, on est en contact avec des êtres qui sont là pour nous polluer et qui se transforment, qui se déguisent, qui se présentent sous une forme agréable pour nous
attirante pour nous permettre justement d'ouvrir et de donner notre accord. Parce qu'on a l'impression qu'il y a une espèce de règle dans cet espace où il faut qu'on donne notre accord. Oui, si on ne donne pas notre accord, ils ne peuvent rien. Ouais, d'accord. Et il suffit juste de ça, de ce positionnement. C'est les VRP du coin, quoi. C'est les VRP du coin qui sonnent à la porte et qui présentent leur belle. Voilà. Exactement. Et comme quand on est décentré, désaligné et bas en fréquence, on a tendance à chercher à l'extérieur de nous, eh bien, c'est comme si le VRP il se présentait et que la porte, elle est déjà ouverte. Oh, je vous attendais. Alléluia. Exactement. J'ai ouvert la porte parce que j'avais vraiment besoin de quelque chose. Et en fait, non. Tout ce dont on a besoin, on est capable de le créer. Mais à condition qu'on ait les fréquences suffisamment hautes et équilibrées pour ça. Voilà. Donc, effectivement, tous ces guides, ça pose énormément de questions parce que quand on fait des séances de HRE à des personnes qui contactent leur guide, qu'on leur demande de les appeler, qu'ils se présentent effectivement sous cette forme lumineuse. Alors ça peut être le guide, mais ça peut être aussi ça peut être un guide religieux ou une figure spirituelle. Voilà, oui. Ça peut être une figure religieuse, une figure spirituelle, et ça peut être aussi une figure de la famille ou des connaissances. Le père, la grand-mère. Émotionnelles. Exactement. Et quand on a un protocole pour identifier qui est réellement, quel est l'ADN réel de ce qui se présente, l'ADN fréquentiel de ce qui se présente, et c'est là que aujourd'hui, ce qui est observé, c'est que ce guide, cette fameuse entité bénéfique, eh bien, quand on la démasque, on va dire, eh bien, en fait, derrière, pour le moment, bien souvent, ce qui est derrière, ce sont des entités de contrôle. Donc, des contrôlants, des entités interférentes, des fréquences basses, qui sont juste déguisées. C'est incroyable, hein. C'est vrai que… Oui, c'est assez incroyable, ça pose question. Alors là aussi, je ne dis pas qu'on détient la vérité, pas du tout, parce qu'on ne sait pas ce que c'est que cette réalité-là. Est-ce que c'est quelque chose que l'on crée par nos croyances, par nos propres filtres, parce que ça nous plaît de croire ça, parce qu'on a été conditionné dans l'époque où on vit par les égrégores? Enfin, on n'en sait rien, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Par contre, juste ce qu'on peut observer, c'est que quand on débarrasse, quand la conscience se débarrasse de ces entités, quand elle les voit comme ça, et qu'elle déroule le protocole pour se débarrasser de ça, et qu'après on revient à la personne dans la matière, ben, quand même, le nombre de fois où ça règle plein de problèmes, et ben mince, on se dit, ok, ben on ne sait pas ce qu'il y a derrière, mais pour le moment, tant que dans la matière, ça apporte un mieux, et ben, voilà. C'est QFD, quoi. Et oui. C'est ça, c'est par l'observation, finalement, du résultat. Ah oui, pour le moment, on en est là, on a peu de recul encore. Hein. Je crois qu'il n'y a qu'une dizaine d'années de recul pour la méthode de Grifasi. Donc voilà, on est encore dans la découverte et puis 10 ans de méthode Grifasi, mais tout cet espace éthérique, vibratoire, il existe et il est peuplé de quoi? On ne sait pas, Et tout ça passe de toute façon à travers nos connaissances. Et oui, nos connaissances, et oui. Parce que comme tu le disais si bien, peut-être qu'il y a 200 ans ou 300 ans, une HRE, on aurait vu la Vierge et le petit Jésus, quoi. Et oui, puis, voilà. Ou alors les elfes de la nature. Les elfes de la nature du temps des druides. Oui. 300 ans avant. Voilà, exactement. Aujourd'hui, on a accès à des informations sur le champ quantique, sur l'intrication, sur la superposition, sur beaucoup de choses au niveau quantique. Donc forcément, ça influence aussi. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à bien stéréotyper le gentil, les méchants. Voilà. Donc, ça influence aussi. Hein, influence aussi. Et oui.
moi, j'aimerais que tu parles de ton ressenti en tant que télépathe. Comment tu vis cette spécialité, voilà, c'est pas un métier parce que, enfin, c'est une activité qui est toi-même. Oui. Comment enfin, c'est pas un métier, si, bien sûr, oui, un peu. Enfin, moi, je le vis comme une activité, comme quelque chose qui me passionne, parce que d'abord, ça permet… Je veux dire, c'est une activité, un métier thérapeute, mais dans un domaine bien particulier quand même. Oui, bien particulier. Alors, c'est vrai que cet aspect thérapeutique est plaisant, il est valorisant, il est super agréable, parce que quand je vois parce que je vois la personne, le consultant, je le vois avant de partir en hypnose, et je le vois après, donc là, le niveau physique je parle, hein, je le vois avant de partir en hypnose, et je le vois après en sortant d'hypnose. Et quand la dernière fois, là, j'ai eu une dame, mais elle avait rajeuni, mais de 20 ans, je ne la reconnaissais pas. C'était impressionnant. Alors là, c'était le niveau 2. C'était le niveau 2, c'était la deuxième session. C'était là où on travaille sur la partie physique. C'était très impressionnant. Mais même en hypnose 1, en première session d'HRE, les gens, quand je les vois à la fin, je me dis waouh, la lumière qu'ils ont maintenant, mais ça n'a rien à voir avec avant. Donc ça, déjà c'est super. Et puis, c'est vrai que il y a des personnes, je trouve, qui aiment expérimenter des choses. Il y en a d'autres, c'est pas leur truc, c'est pas leur trip. Moi, c'est mon kiff. J'adore expérimenter, j'adore découvrir, j'adore. Oui, expérimenter. Tu disais le mot expérienceuse. Oui, vraiment, je trouve que ça correspond vraiment à quelque chose. Et c'est vrai que ça me plaît beaucoup. Donc ça, là, je suis en plein dedans. Tu pars à l'aventure, en fait. Tu pars à l'aventure à chaque fois. Mais c'est exactement ça. Et c'est une aventure, comment dire, de découverte, de choses que je ne connais pas et qui sont différentes de moi. Et c'est en même temps une découverte de ce que je suis moi aussi. Et oui. Ça me permet vraiment d'apprendre, de me poser des questions, de prendre du recul sur plein d'autres choses. Et ça me permet aussi, encore une fois, j'y reviens souvent, mais pour moi c'est la base, ça me ramène encore à cet alignement, cette stabilité intérieure, cette capacité à remplir son espace. Et ça, pour moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment fort et important. Et ça, parce que vous apprenez vous apprenez dans la formation, l'accompagnement que vous faites après les HRE, vous allez apprendre à faire ça, à se recentrer, C'est ça. Parce que le plus dur, et toujours pour moi, du coup, c'est d'aller justement se réaligner avec sa conscience et créer. Oui. Parce que c'est ça la plus grande difficulté. Après, c'est de dire, OK, j'ai bien compris le processus, je suis créatrice de ma propre vie, mais comment je fais? Oui, c'est pas mental. Parce que c'est pas mental, comme tu disais, c'était l'intention, mais l'intention dans la partie, dans les hautes vibrations, crée tout de suite, mais avant que ça rentre dans la matière, voilà. Donc, c'est bien ça la difficulté, c'est de pouvoir aller créer dans la non-matière ce que tu veux dans la matière. Oui. Et donc, pour pouvoir créer, alors aujourd'hui, à l'époque où on est, parce que c'était pas comme ça, je suis sûre, il y a 200 ans, et ce sera pas comme ça dans 20 ans, ce sera beaucoup plus facile dans 10 ou 20 ans, mais aujourd'hui, pour pouvoir créer dans la matière, il faut avoir un taux vibratoire, je pense, hein, c'est comme ça que je le vois aujourd'hui, qui le permettent. Et donc, c'est ces outils-là que l'on va enseigner. Et tu as mis le doigt, tu as dit un mot important, tu as dit comment je fais. Oui. Et c'est pas comment je veux, c'est vraiment ça, c'est comment je fais. Ça veut dire que notre responsabilité à notre niveau, c'est de faire. C'est pas juste de le penser, c'est pas juste de le rêver, c'est pas juste de l'imaginer, c'est de le faire dans la matière. Donc c'est-à-dire, qu'est-ce que je fais chaque jour pour ça? Donc ça passe par une discipline personnelle
d'action. D'action. Et des vraies actions. C'est-à-dire que, eh ben, il y a des exercices physiques. Alors, c'est pas du sport, hein, c'est pas des choses, mais il y a à revenir dans son corps parce qu'on est beaucoup dans le mental. Ah oui, énormément. Énormément dans le mental. Et en fait, tout passe d'abord par la descente à l'intérieur de soi. Donc, il y a beaucoup d'exercices que Élodie va faire, qui vont permettre de créer des compréhensions, des prises de conscience dans le mental, dans le subconscient, dans l'inconscient. Alors, c'est sa partie, donc je ne sais pas. Psychothérapeute, oui. Voilà. Mais donc, elle va détricoter toute cette partie du conditionnement, des fausses croyances, de ce que l'on porte de nos ancêtres, de choses comme ça. Donc ça, elle va détricoter tout ça. Mais une fois que c'est détricoté tout ça, ben, il faut le remplir. Il faut créer cet espace-là. Et donc là, ça, ce sera mon rôle d'amener les outils de centrage, d'alignement, de compréhension de comment ça fonctionne, comment moi, je peux le faire fonctionner et comment je peux réussir à m'approprier ces outils qui, au début, effectivement, c'est toujours difficile parce qu'il faut mettre en place une nouvelle dynamique, une nouvelle habitude. Mais au final, c'est ça. Voilà, une routine. Et c'est ce qu'on dit avec Élodie, on aimerait que ça devienne une routine quotidienne au même titre que je me brosse les dents. Et c'est vrai que moi, des fois, il y a des soirs ou des midis où j'ai pas envie de me brosser les dents. Et ben c'est ok. Et ben là, c'est pareil. C'est une routine. Si on l'a fait, ça nous permet de rester dans cet alignement. Donc cette présence, parce qu'au final, c'est pourquoi le centrage, l'alignement, la présence, c'est pour être tellement présent à soi qu'on est en relation constante, c'est pas, on n'est pas, c'est qu'on est en relation le plus souvent possible avec son espace subliminal, son niveau subliminal de création. Et donc que cette circulation, elle se fasse de façon fluide et de façon la plus facile possible. Et donc du coup, ben, ça passe par, ok, aujourd'hui, ben, j'ai pas envie de faire mes exercices d'alignement, et ben c'est ok, pas de problème. Mais que ce soit une fois de temps en temps. Oui, parce que c'est qu'une fois, non, c'est pas. C'est pas grave, c'est comme le chocolat. Mais au bout d'un moment, moi je sais que quand je me brosse pas les dents, même si j'ai pas envie de le faire parce que ce soir-là j'ai la flemme, mais je me sens pas bien. Et on se sent pas bien. Non, mais c'est ça, c'est oui. Et ben là, c'est la même chose. À un moment, on arrive à sentir, ah là ça va pas, il me manque quelque chose, je suis pas centrée. Voilà, je suis pas à l'intérieur de moi, je suis pas en pleine présence. On arrive à le sentir après. Oui, ça rejoint un peu le pouvoir de l'instant présent d'Eckhart Tolle, ça rejoint un peu les écrits les méthodes de Joe Dispenza qui fait des méditations et on crée pendant la méditation, on crée au moment où on n'est plus rien, ni le temps, ni l'espace, ni soi-même. Et ça rejoint un petit peu ça en fait. Complètement. Et d'ailleurs, justement, Élodie se sert des travaux, voilà, de ce qu'a fait Joe Dispenza, par exemple. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu as un souvenir d'une Machéreux qui t'a particulièrement impacté, impressionné? Est-ce que tu veux partager quelque chose avec nous sur tout ça? Oui, je n'ai pas réfléchi, j'aurais dû réfléchir avant, c'est vrai. Non, moi, ce qui m'étonne le plus, enfin, ce qui me remue le plus, c'est ça, c'est de voir la personne après et de la voir avant, quoi. Mais même au niveau subliminal, c'est pareil. Quand je trouve la conscience, quand je trouve le niveau subliminal du consultant et que je vois comment elle m'apparaît et à la fin, comment elle est, physiquement, comment elle apparaît et comment elle vibre, bah, ça met tellement rien à voir, mais tellement rien à voir. Et ça, pour moi, c'est encore magique. Hein. Vraiment, waouh, j'adore ça. Voilà. Super. Bah, écoute, merci Claudia. On mettra les éléments donc en dessous de la vidéo qui sont importants. Et puis, on se retrouvera peut-être avec Élodie et toi quand vous aurez
mis en place cet accompagnement, comme ça vous aurez le temps de nous en parler et puis de nous donner les premiers retours. Oui, et puis normalement tu devrais être aussi une expériencieuse de cette partie-là aussi, voilà, donc tu vas pouvoir justement apporter aussi ta vision. Avec grand plaisir, parce que moi aussi j'aime bien faire des expériences. Voilà, exactement. Donc, voilà. En tous les cas, moi en tant qu'expériencieuse, la HRE est vraiment une très belle découverte et qui me parle beaucoup. Et je suis passée par les guides, je suis passée par toute la batterie New Age. Et là, quand même, bon, il y a des choses qui me parlent. Même si de temps en temps, tu te dis, bon, c'était bien sympa d'être accompagné par des guides ou de pouvoir, voilà, parce que se dire que notre conscience, elle est seule dans son espace, comme les humains, on est plutôt des gens de relationnels. Voilà, c'est vrai que c'est tout un processus. Enfin, il y a encore beaucoup d'interrogations quand même. Il y a encore beaucoup d'interrogations. Mais moi, ça m'a. Je vois une progression qui est nette. Et après la seconde session, j'ai ressenti beaucoup plus de puissance. Et même si je travaille pas tous les jours dessus encore, mais c'est fait par palier. C'est fait par palier. Et, mais tu revenais de loin aussi. Oui, je revenais de loin. On est bien d'accord. Et absolument. Donc, c'est vrai que ça joue aussi beaucoup. L'expérience, l'âge aussi, puisque à 20 ans, on n'a pas les mêmes bagages et les mêmes qu'on peut avoir à plus de 50 ans. Oui. Donc, ça joue aussi. Voilà. Bon, mais merci Claudia, et puis à très bientôt. Et puis avec plaisir. Bonne expérience alors. Oui, merci.